Laïcité. 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 Bienvenue à l'UNSA Éducation pour notre série de podcasts dédiée à la laïcité. Une loi pour séparer les églises et l'État. Décembre 1905, la République française affirme un principe, la laïcité. En ouverture, j'aimerais vous demander votre définition préférée de ce terme de laïcité. France, c'est vrai, contient beaucoup à la laïcité, qui est d'ailleurs un des principes de base de la Constitution française. Cette laïcité, elle garantit à la fois la tolérance et la liberté de conscience. Mais disons, la laïcité permet à la société civile d'avoir sa propre vie. C'est ça le grand débat d'aujourd'hui. Au sujet de notre troisième podcast dédié à la laïcité, le lien étroit entre la laïcité et la fraternité républicaine. Pour cela, nous avons rencontré Mathieu Clouet, IAIPR, soit inspecteur pédagogique dans l'Académie de Lille et référent laïcité. Il a été vice-président et secrétaire général du CAPES interne d'histoire-géographie. Et pour débuter cet entretien, nous lui avons demandé en quoi la laïcité peut permettre le vivre ensemble. La laïcité, c'est un principe d'organisation de la République française. Cela suppose la séparation des églises et de l'État, la neutralité de la puissance publique, la garantie de la liberté de conscience et puis de l'égalité civile. Bon. Nous sommes aujourd'hui dans des sociétés qui sont des sociétés pluralistes. Elles sont multiculturelles, elles sont traversées d'aspirations diverses, autrui et dissemblables. Et le principe de la laïcité, c'est de créer les conditions d'une vie en commun qui permettent en fait l'expression d'un dissensus régulé, d'une capacité à discuter ensemble sans s'affronter. Et donc, la laïcité est par définition un principe de cohésion sociale. C'est pour cela qu'on peut dire qu'en fait, la laïcité, c'est un principe qui permet de vivre ensemble. Mais pas de vivre ensemble simplement côte à côte, mais de vivre ensemble en construisant un avenir qui est un avenir commun. C'est donc en cela qu'elle se distingue clairement du modèle communautariste. Complètement. Il s'agit de vivre les uns avec les autres et pas avec les autres. Oui. À côté des en faisant passer les règles communes avant les prescriptions que l'on peut être attaché à suivre pour des raisons qui peuvent être culturelles, religieuses, idéologiques. Très bien. Alors, de la même manière qu'on fait un lien assez naturel entre la laïcité et la liberté, la laïcité et l'égalité, dans le triptyque républicain, ça semble un peu plus compliqué de faire le lien entre laïcité et fraternité républicaine. Est-ce que vous pourriez essayer après avoir peut-être défini ce que vous entendez vous par fraternité républicaine, nous faire un petit peu une démonstration du lien qu'on peut faire entre ces deux notions? Alors, la fraternité, en fait, c'est... Dans les représentations générales, c'est un peu le parent pauvre de la devise républicaine. Encore une fois, je vais parler des élèves, mais ils ont une idée de ce que peut être la liberté, de ce que peut être l'égalité. Mais la fraternité leur paraît toujours être soit un doux rêve que caressent des adultes un peu naïfs, soit un mot d'ordre avec une religiosité rampante, enfin quelque chose qui n'aurait pas véritablement sa place à l'école. Alors qu'en réalité, quand on parle de fraternité républicaine, on parle là encore d'un principe de la République française. Il y a une très belle conférence sur le site du Conseil constitutionnel sur la portée juridique du principe de fraternité et ses implications, qui sont des implications très, très, très concrètes. Par exemple, la création du RMI ou du RSA. C'est au nom du principe de fraternité que le législateur a pu les mettre en place. Et donc la fraternité, en fait, elle a des contours qui sont clairs. Alors, on la confond parfois avec la solidarité, qui est une de ces manifestations, mais la solidarité, elle peut être contrainte, par exemple l'impôt. L'impôt, c'est une preuve de solidarité, mais qui peut être contrainte. Et puis, on peut la confondre aussi parfois avec des fraternités qui sont des fraternités qui s'expriment plutôt dans d'autres champs. Par exemple, il y a une encyclique papale assez récente, Fratelli Tutti, dans lequel le pape exprime sa conception de la fraternité, qui est la fraternité chrétienne. On n'est pas sur ce champ-là quand on parle de fraternité républicaine. Quand on parle de fraternité républicaine,
on est sur, comment dire, sur un mode d'existence à autrui, c'est-à-dire une façon dont on va envisager l'autre, avec l'idée que l'autre est dissemblable, mais malgré cela, je dois ressentir pour lui une émotion qui me permette de me mettre à sa place et de pouvoir le considérer comme mon égal, de ressentir ce qu'il peut ressentir et donc, comment dire les choses, faire preuve d'une empathie, mais qui est une empathie non pas fondée sur la piété simplement, mais plutôt sur un refus de l'indifférence. En fait, la fraternité républicaine serait une forme de refus de l'indifférence par rapport à l'autre et une capacité à se mettre à sa place pour pouvoir épouser les règles d'une justice qui peut être une justice sociale ou une justice morale, mais qui va me pousser à construire quelque chose en commun avec lui. Pour continuer cette interview, nous avons demandé à Mathieu Clouet comment se manifeste cette fraternité républicaine du point de vue des élèves, mais aussi du point de vue des personnels. Alors ça c'est un vrai souci intellectuel pour les collègues que de faire vivre la fraternité dans les établissements scolaires, parce que pour un élève, en règle générale, je ne veux pas essentialiser les élèves, mais en règle générale, pour des élèves, la fraternité, c'est d'abord une fraternité qui s'entend au sens biologique du terme. Être le frère d'eux, pour eux, c'est être dans la famille d'eux, ou alors une extension autour d'affinités qui sont des affinités électives. Donc les amis, le groupe, bon. Ça, c'est quelque chose qu'on rencontre assez fréquemment. Et lorsqu'on essaye d'éveiller les consciences à l'idée qu'il y a une fraternité qui subsume tout ça et qui se hisse au rang de la fraternité républicaine, eh bien, il arrive que l'on passe pour des doux rêveurs. Ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent dans les établissements scolaires. Parce qu'en fait, il est difficile pour un adulte, surtout dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, il est difficile pour un adulte de tenir un discours qui est un discours qui va reposer quand même sur un sentiment d'amour pour l'autre. Le terme amour apparaît un peu désuet lorsqu'on parle de relations qui ne sont pas des relations soit de famille, soit des relations amoureuses ou amicales. Et pourtant, le terme d'amour, quand on parle de fraternité, il est important. C'est quelque chose qu'on va retrouver chez Edgar Quinet, par exemple, dans L'éducation du peuple, et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans des circulaires gouvernementales en 1848. L'abolition de l'esclavage, par exemple, elle va se faire au nom du principe de fraternité républicaine et d'amour universel. Donc, vous voyez, là encore, il y a des traductions très, très concrètes. Mais c'est difficile pour un élève de comprendre cela ou de se hisser à cela sans penser qu'on l'entraîne vers quelque chose d'un peu niais. Parce qu'il nous oppose ce qu'on pourrait appeler la rugosité du réel. Il constate qu'il y a dans le pays des situations sociales qui sont difficiles. Ils ont pu être témoins, parfois auteurs, de tensions à l'intérieur de nos établissements. Ils peuvent douter, lorsqu'ils se penchent sur les réalités géopolitiques, que l'amour est une force agissante sur le plan politique. Non, parce qu'on parle bien d'un principe qui est un principe politique. Et donc, il appartient aux professeurs, aux agents de la vie scolaire, au personnel administratif, aux agents d'entretien, il leur appartient en fait de montrer que nous ne sommes pas là en train de parler d'une forme d'utopie, mais que nous sommes en train de parler d'une force qui est réellement agissante dans la société française et dans le fonctionnement de l'État. Et ça n'est pas évident. C'est ça, je crois, la grande difficulté. C'est à la fois de donner du contenu, parce qu'il faut savoir de quoi on parle pour éviter justement ce risque de confusion et d'être entraîné sur des terrains qui ne sont pas les nôtres. Il faut donner du prix à ce qui est aussi une valeur à nos yeux, et donc montrer qu'elle est éminemment positive et qu'elle est désirable. Et puis, il faut faire en sorte que les comportements qui sont observés soient des comportements qui soient en accord avec le discours. On est toujours extrêmement réticent lorsqu'on évoque à l'école la question du perfectionnisme moral, et on a raison d'ailleurs d'être prudent en la matière, parce qu'il ne faut pas que l'école sorte de ses missions. Mais enfin, en matière d'éducation aux valeurs, qui est quand même une des missions aussi fondamentales de l'école, eh bien, il faut assumer une part de perfectionnisme moral, mais bien comprise et bien délimitée. Alors justement, vous avez dit à quel point ça pouvait être difficile pour un jeune, effectivement, de se retrouver sur cette notion assez difficile à appréhender pour lui.
que vous pensez qu'on peut aussi jouer sur cette fibre-là dans le cadre des formations pour essayer de sensibiliser nos collègues? Je pense qu'effectivement, c'est une thématique dont nous aurions tort de nous priver, parce qu'elle est véritablement importante. C'est Adenor Bidar qui disait en 2015 que nous étions ou que nous serions à très brève échéance confrontés à ce qu'il appelle la décision de fraternité. Et donc, il posait les termes d'une alternative dont on voit en fait qu'il avait raison en 2015, qui est soit une démarche qui nous conduit à ce principe d'ouverture et d'amour pour son prochain, encore une fois sous l'angle qui est un angle républicain et politique, hein. Je ne parle pas là d'une morale qui serait une morale religieuse ou autre, ou alors une société dans laquelle une forme d'individualisme triomphant va mener aux affrontements des uns contre les autres. Et ça, c'est quelque chose qui a été dit en 2015 déjà. Et vous voyez que 10 ans plus tard, on est quand même très avancé sur cette voie-là. Et je lisais récemment les nouveaux programmes d'enseignement moral et civique, dont on va peut-être parler ensuite, parce que c'est un des leviers qui permet justement de travailler la fraternité avec les élèves. Je lisais dans les programmes d'enseignement moral et civique que cette dimension-là, c'est-à-dire l'idée que sans la fraternité, eh bien, la liberté et l'égalité ne pouvaient mener qu'à une forme de conflit, d'individualité, apparaît aujourd'hui clairement dans les programmes. Donc c'est une dimension très importante pour les collègues. Maintenant, nos collègues, comme vous, comme moi, ils sont aussi des membres de la société à part entière. Donc un certain nombre d'entre eux peuvent douter aussi que la fraternité soit vraiment effective dans le pays. C'est peut-être un des éléments du triptyque républicain, quoique aujourd'hui avec la laïcité, on est plus que sur un triptyque, mais qui peut-être est le moins connu et le moins investi. En tout cas, sur le plan du contenu intellectuel. Parce que je pense quand même que dans les établissements scolaires, et ça je le mesure dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, je vois beaucoup d'initiatives qui sont prises pour que, même si on n'aborde pas la question sur un plan des contenus, sur le plan de la notion, eh bien pour que cela vive concrètement. Et donc, de ce point de vue-là, je crois que les collègues sont plus engagés qu'ils ne le pensent dans une éducation à la fraternité, simplement pour que la valeur soit comprise par les élèves. Je pense qu'il faut que nous puissions aussi l'assumer comme un contenu d'enseignement à un moment donné. Et c'est l'un des enjeux aussi de l'enseignement moral et civique. Aujourd'hui, ça apparaît clairement comme une notion, véritablement à aborder, au même titre que la liberté, que l'égalité, que la séparation des pouvoirs. Et puis, en même temps, faire en sorte que ces contenus intellectuels soient adossés à des démarches qui soient cohérentes. La cohérence et la constance sont primordiales en matière d'éducation aux valeurs. La cohérence parce que si nos comportements ou si notre façon de faire vivre les valeurs n'est pas constante dans le temps, alors c'est que ça n'est pas une valeur. Et ça, les élèves le sentent, ils le savent, et donc ça décrédibilise le discours. Et puis, de la cohérence parce qu'il faut que les actes que nous portons soient en phase avec la réalité que les élèves vivent. Alors, l'école n'a pas le pouvoir de transformer la réalité sociale à laquelle sont exposés ou dans laquelle vivent les élèves au moment où ils sortent des établissements, parce qu'on a un rôle de transformation sur le long terme. Mais le fait de ne pas pouvoir transformer cela ou de ne pas pouvoir créer des conditions qui seraient des conditions idéales ne doit pas nous empêcher d'aborder les choses. Et donc il y a sans doute un enjeu qui est un enjeu pour nos collègues de réassurance sur le fait que l'écart entre le réel et le discours de l'école n'est pas un écart qui doit nous amener à condamner les valeurs ou à dire que ces valeurs ne doivent pas être enseignées. Au contraire, c'est précisément parce qu'il y a un écart entre les valeurs que nous enseignons et la réalité sociale telle que la vivent nos élèves qu'il y a une place pour l'engagement de ces élèves. S'il n'y avait pas d'écart, il n'y aurait pas d'engagement. Et donc, on peut donc tout à fait se convaincre qu'il est important de tenir un discours sur la fraternité, que ce discours, il est audible par des élèves qui sont dans une réalité qui est une réalité qui n'est pas toujours simple, et qu'en même temps, ce discours, sans faire l'économie de la rugosité du réel dont je parlais tout à l'heure, est une force agissante qui peut aussi transformer les choses. Au-delà de l'EMC,
quel autre levier on pourrait activer, et notamment pour un écueil qu'on peut voir quand même encore ici ou là, de faire des questions autour de la laïcité, peut-être une question, une chasse gardée pour le professeur d'histoire-géographie. On ne peut pas réduire la formation civique des élèves à la seule discipline histoire-géographie EMC. Ça c'est une évidence. Pour autant, je m'inscris aussi en faux contre le discours qui consisterait à dire que les professeurs d'histoire-géographie n'ont pas une place éminente à jouer, parce que, en fait, et sans que ce soit perçu surtout comme une volonté disciplinaire impérialiste, ou enfin, vous voyez ce qu'on peut mettre derrière, il est très important que nous travaillions de concert, tous ensemble, et que dans un établissement, dans une école, ce soit l'ensemble des personnels, et pas seulement les enseignants d'ailleurs, mais l'ensemble des personnels qui soient engagés dans une optique de formation civique de nos élèves. L'éducation aux valeurs, elle passe par tout le monde et en tout temps, y compris dans les interstices de la vie scolaire. Mais pour autant, il est très important de l'adosser aussi à une structure qui soit une structure très très cohérente. Il faut une colonne vertébrale. Et en l'état actuel des choses, quand même, les collègues qui sont les mieux formés sur ces questions, qui ont un programme, un horaire, des habitudes de travail, ce sont quand même les professeurs d'histoire-géographie. Donc je ne voudrais pas que le discours d'ouverture qui est absolument nécessaire à l'ensemble des disciplines et à l'ensemble des professions qui agissent dans les établissements scolaires, je ne voudrais pas que ça se traduise par une forme de, non pas de défiance, mais en tout cas une forme de réserve vis-à-vis de l'action de nos collègues en histoire-géographie. Ils font beaucoup de travail et ils le font bien. Alors maintenant, si on regarde les choses sans entrer dans le débat de savoir qui doit le faire, il y a d'abord quand même le navire amiral de la formation civique qui est l'EMC. C'est vrai que la formation civique ne peut pas se réduire à l'EMC, mais enfin, c'est quand même le navire amiral. Je regardais en prévision de notre rencontre le nombre de fois où le terme fraternité apparaît dans le programme d'EMC, donc dans les nouveaux programmes d'EMC. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que les programmes ont été réécrits et que cette année, donc depuis septembre 2024, pour les débuts de cycle, donc en classe de CP, en classe de CM1, en classe de 5e et en classe de seconde, nous sommes sur un nouveau programme. Puis ensuite, chaque nouvelle année verra le niveau supérieur entrer dans la logique des nouveaux programmes. Le mot fraternité apparaît 27 fois. Alors, c'est déjà une place qui est importante dans l'ensemble des programmes. On voit bien que ça n'est pas un objet qui est un objet mou ou un objet non identifié. Et j'ai épluché un peu les programmes. Dès la classe de CE1, la notion de fraternité est abordée. Et je voudrais juste vous dire ce qui est indiqué dans le programme. Il s'agit de comprendre que la fraternité et l'égalité sont liées. Vous voyez, et donc on a déjà, dès la classe de CE1, une dimension qui est ambitieuse, qui est de faire comprendre à nos élèves qu'on ne peut considérer l'autre comme son égal et accorder du prix à cette égalité que si on le considère comme un frère civique. Parce que sinon, de quelle égalité parlerions-nous? Et il y a ensuite toute une série de démarches qui sont préconisées. Je ne vais pas lire l'intégralité des programmes, bien sûr, mais je vais vous citer quelques éléments. Il y a par exemple des conseils, apprendre aux élèves à être attentifs aux autres, initier à l'empathie. Et si vous lisez le kit empathie qui a été mis à disposition des personnels, on le retrouve sur le site EduScol, on voit qu'il y a là des pistes concrètes extrêmement porteuses pour travailler ce qu'est la fraternité au quotidien. Donc il ne s'agit pas simplement d'une approche intellectuelle, mais il s'agit de faire vivre concrètement, au quotidien, la fraternité à nos élèves. Et dans une démarche qui est une démarche progressive. Ensuite, on va retrouver les choses en CE2, on va les retrouver en 5e. Toute l'année de 5e, par exemple, est consacrée égalité, fraternité, solidarité, donc un triptyque. On va approfondir la question du sens et on va s'intéresser là davantage aux acteurs et aux mécanismes, par exemple, mécanismes de solidarité autour de l'impôt. Donc vous voyez que les programmes de MC ont été pensés pour être progressifs et cohérents. Et c'est important en matière de formation civique parce que comme on est sur des notions qui sont des notions qui peuvent être complexes ou des notions dont de jeunes esprits peuvent douter de l'effectivité, eh bien cette entrée progressive, cet enrichissement progressif permet en fait de construire un rapport qui est un rapport raisonné. Et les programmes donnent par ailleurs toute une série d'exemples, de démarches, de situations d'apprentissage dont on peut, même si l'on n'est pas en charge de cet enseignement à proprement parler, s'inspirer pour faire vivre la fraternité et la laïcité dans
dans son cadre professionnel. Je disais tout à l'heure, quand on parle d'une valeur, en fait, on parle d'un contenu intellectuel, on parle du prix que l'on accorde à cette valeur, et l'on parle des comportements au quotidien qui doivent être en adéquation. Et donc, les professeurs, à travers l'EMC ou à travers d'autres dimensions de leur métier, vont être en capacité, bien sûr, d'abord de donner du contenu, de l'intelligence à la notion. Je vous ai dit tout à l'heure tous les pièges qu'il pouvait y avoir autour de cette notion qui peuvent parfois égarer nos élèves. Il est important que nous puissions collectivement montrer que cette notion de fraternité, c'est une notion agissante. Que ça n'est pas simplement un mot d'ordre, ce n'est pas seulement un horizon, parce que beaucoup d'élèves pensent qu'en fait c'est un horizon très lointain qu'on n'atteindra jamais, cet horizon. En réalité, c'est une force qui est déjà présente dans la société. Et elle a, vraiment j'insiste là-dessus, notamment quand je rencontre des élèves, elle a aujourd'hui des transcriptions qui sont d'ordre juridique, c'est-à-dire que cela produit de la norme. Et donc cela conduit aussi le comportement, par exemple, des fonctionnaires. Donc ça, c'est un premier point. La deuxième chose, c'est que les collègues sont en situation de donner du sens, pas seulement un contenu, mais là, vraiment de donner du sens à la fraternité républicaine en l'incarnant. C'est en fait le premier contact que l'on a avec la fraternité, en réalité, quand on est un jeune enfant, c'est à l'école que ça se fait très souvent. Parce que l'école, quoi qu'on en dise, et bien que je ne sois pas non plus aveugle sur le fait qu'il y a une montée de l'entre-soi dans la société, c'est une évidence, tous les sociologues le documentent. Mais malgré cela, l'école reste une petite société. C'est-à-dire que les élèves qui s'y rencontrent sont des élèves qui sont divers, parce que nous ne trions pas nos élèves à l'entrée. Ils sont divers, ils sont porteurs d'histoire, ils sont porteurs de parcours, ils sont porteurs de mémoire, et ils se rencontrent dans un cadre qui est un cadre apaisé. Et sous l'autorité d'un adulte, ils vont ensemble découvrir que le fait d'être dissemblables n'empêche pas de travailler en commun, de se porter assistance, de partager des émotions, de construire un projet. Et ça, c'est une incarnation du principe de fraternité républicaine, vous voyez, qui va passer par l'exemple. Après, il y a, en matière de fraternité, il y a quand même aussi l'idée que l'autre appartient au genre humain à mon égal. Et donc, il y a aussi une dimension d'universel dans la fraternité. Certes, on parle de valeurs républicaines ici, en France, mais la fraternité, on la retrouve aussi sous d'autres formes peut-être, mais on la retrouve quand même dans les sociétés qui nous entourent. Et donc, tous les professeurs aujourd'hui, quelle que soit leur discipline, lorsqu'ils éveillent les enfants, les adolescents qui leur sont confiés, à la diversité des productions du génie humain, que ce soit de grands chefs-d'œuvre de la littérature, de la musique, de l'art, de la culture scientifique. En fait, ils donnent la possibilité aux élèves de toucher du doigt ce qu'on appelle l'universel. Et quand on touche du doigt l'universel, mais là, on peut commencer à considérer que l'on appartient au genre humain. Et c'est un levier aussi pour travailler, si vous voulez, sur la fraternité républicaine. Donc ça, ce sont les quelques pistes, je pense, qui peuvent être intéressantes pour des collègues. Cela étant, je dois préciser quand même que ça n'est pas évident, ni pour eux bien sûr, ni pour les élèves, parce que nous ne sommes pas naturellement, je dirais biologiquement si vous voulez, fraternels. Hein, ça c'est une évidence. Je parlais d'Edgar Quinet tout à l'heure, il le disait déjà dans l'éducation du peuple, et puis Mona Ozouf le disait également, hein, elle parlait de volonté vertueuse. Être fraternel suppose un effort. Nous avons tendance à privilégier nos affinités électives. On va privilégier le cercle familial, le cercle d'amis, la communauté religieuse, la communauté sociale, hein, ce qu'on pourrait appeler la classe sociale sous d'autres auspices, etc. etc. Et donc, il y a un effort à faire sur soi-même pour entrer vraiment dans une démarche de fraternité républicaine. Cet effort-là, je pense que c'est aussi l'école qui peut conduire des enfants et des adolescents à le faire. Parce qu'il n'est pas certain que de façon individuelle, on puisse aller vers cet effort. Vous voyez ?
On ne va pas forcément vers quelque chose de difficile quand on est seul, alors que quand on est encadré par un adulte, quand cet adulte est adossé à des règles de fonctionnement, à des objectifs de programme, à une conscience claire des enjeux qu'il a face à lui, alors il peut entraîner son groupe. Alors, justement, sur ce côté prescripteur un peu de l'école, hein, enfin, en tout cas, qui engage un petit peu nos jeunes avec un effet d'entraînement, effectivement, les amener là où naturellement ils ne seraient pas forcément dirigés. Est-ce qu'aussi ça peut se traduire à travers, quel regard vous portez par exemple sur le prix de la laïcité ou des choses, des initiatives, je cite le prix de la laïcité parce qu'effectivement, Oui. quelque chose d'installé, mais il y a aussi un tas d'initiatives locales qui sont prises à l'occasion par exemple des journées de commémoration comme le 9 décembre. Quel regard vous portez aussi sur ces initiatives locales et sur ces traductions concrètes sous forme souvent plutôt de projets qui sont menés par les élèves? La pédagogie de projet est très intéressante en matière de formation civique parce qu'elle concilie justement un travail sur les contenus, parce qu'il faut assurer la rigueur de la production et puis l'exactitude de ce que les élèves vont avancer. Et en même temps, elle met en mouvement des énergies qui sont des énergies dispersées autour d'un projet commun. Et donc, elle montre très concrètement comment on peut travailler ensemble en dépit des opinions qu'on peut avoir sur la façon de faire, sur les capacités que vont avoir les uns et les autres. Parce que on n'est pas tous aussi à l'aise sur certains pans du projet. Et donc, elle permet de mettre en acte, en fait, les valeurs dont on parle. Le gros problème, ou le gros risque plus exactement, que l'on encourt quand on travaille sur les valeurs, c'est de les laisser dans des livres. C'est toujours très bien, hein, je serai le dernier à critiquer les livres, mais ce n'est pas suffisant pour que les élèves puissent s'en emparer. Et les projets, eux, vont le permettre. Alors, ça suppose que les projets s'inscrivent dans une démarche qui soit cohérente, hein, c'est-à-dire que on voit beaucoup de bonnes initiatives dans les établissements et les collègues inspecteurs et moi-même travaillons beaucoup avec les collègues sur l'idée qu'il faut intégrer tout ça dans des progressions qui soient les plus cohérentes possibles. Je ne redis pas ce que j'ai dit sur le MC tout à l'heure. Mais il y a ce premier point, et puis il y a des initiatives qui sont, par leur nature même, des initiatives qui vont permettre aux élèves de progresser dans le champ des valeurs. Vous parliez du prix de la laïcité de la République française, par exemple. Ça c'est évident que ça va permettre aux élèves de mieux comprendre ce qu'est ce principe, de réfléchir ensemble à ce que cela implique en termes d'enjeux, et puis de trouver les moyens de le faire vivre concrètement dans un établissement. Donc par définition, je dirais par nature, ce prix-là, c'est un levier absolument essentiel. Et vous avez beaucoup d'autres actions. Lorsque l'on mobilise, par exemple, des classes sur le prix de lutte contre le harcèlement et qu'on les amène à comprendre ce que peut ressentir une personne qui est harcelée par d'autres, quand on arrive à mettre des mots sur les émotions que peuvent ressentir les uns les autres, ce qui peut relever d'une forme de lâcheté dans le fait de se détourner, de ne pas accomplir ce devoir de refuser l'indifférence dont je vous parlais tout à l'heure, mais c'est une façon aussi de faire vivre la fraternité de façon extrêmement concrète. Et donc là, on est dans une démarche qui est une démarche qui me semble adaptée à des élèves qui sont des personnes jeunes, que ce soit des enfants ou des adolescents, qui est de partir d'objets qui sont des objets concrets, de situations qu'ils peuvent avoir rencontrées dans la vie ou en tout cas qui leur parlent, qui sont dans leur espace proche, et à partir de là, de construire ensemble pour développer des compétences et en même temps poser un cadre qui est un cadre intellectuel. Et l'éducation nationale aujourd'hui, mais aussi l'éducation populaire, elle offre beaucoup d'opportunités en la matière parce que vous avez bien sûr les prix et les concours, mais vous avez aussi des événements qui sont organisés et qui sont complètement décorrélés d'ailleurs de l'obtention d'un prix ou d'un classement et qui vont permettre comme ça de progresser. Alors, ce que nous essayons de porter au maximum, c'est que ces pédagogies de projet soient bien articulées avec les enseignements eux-mêmes, de façon à ce qu'ils n'apparaissent pas aux élèves comme étant des manifestations, je dirais, extrêmement ponctuelles et extraordinaires. Alors ça, évidemment, ça plaît beaucoup quand on sort de l'ordinaire, mais il est important quand même que ce soit adossé à l'ordinaire de la classe pour que l'on, d'abord parce qu'on gagne en cohérence et on gagne en efficacité pédagogique, ça c'est une évidence, mais aussi parce que je crois qu'on aurait beaucoup à perdre à laisser penser aux élèves que les valeurs dont on leur parle
notamment celles dont ils peuvent éventuellement douter, sont des choses qui sont réservées à des projets très très limités dans le temps et dans l'espace. Vraiment leur montrer que ça infuse et que ça permet de décrypter le fonctionnement d'un établissement, ça permet de décrypter les relations que l'on va vivre, les expériences que l'on va traverser avec les autres. Alors justement, dernière question, puisque vous aviez évoqué aussi le rôle, par exemple, de l'éducation populaire. Quelle place, selon vous, sur ces questions-là, il convient de laisser aux partenaires de l'école? Quel rôle vous les voyez jouer justement dans la construction de ces projets et dans toute cette mise en cohérence dont vous parliez? Alors, je pense que la mise en cohérence, c'est plutôt du ressort du professeur ou du personnel, parce que lui, il a la classe, je dirais, toute l'année, et puis il a toujours en tête les programmes, les objectifs qui sont les objectifs poursuivis par l'Éducation nationale. Donc, c'est plutôt à lui que va incomber la mise en cohérence des projets. Mais en revanche, pour le reste, je crois que nos partenaires ont une grande place. Ils ont un rôle important à jouer. Ils ont un rôle important à jouer d'abord parce qu'ils ont une expérience qui est là, hein, et dont il faut savoir se saisir. Ce sont des opportunités aussi qui nous sont offertes, mais aussi parce que, en fait, lorsque les élèves ont face à eux un professeur, même s'ils ne savent pas exactement comment fonctionnent les rouages de l'éducation nationale, ils savent quand même que c'est quelqu'un qui exerce son métier. Lorsque c'est une personne qui vient de l'éducation populaire ou d'une association, en fait, ils savent que c'est quelqu'un qui vient exercer une forme de bénévolat dans l'établissement. Et donc, ça induit quand même un rapport qui est un rapport un peu différent, dans le sens où on peut voir aussi que des personnes, de façon désintéressée, vont venir se pencher sur l'éducation des jeunes, de façon à conforter le travail qui est mené par des professionnels. Ayant dit cela, je précise immédiatement que je ne sous-entends pas que le travail des professeurs serait intéressé. Bien évidemment, ce n'est pas du tout ça que j'ai à l'esprit. Ce que je veux dire, c'est que les élèves peuvent percevoir une dimension supplémentaire de l'engagement qu'ils ne peuvent pas vraiment percevoir au sein de l'école, parce qu'ils considèrent en fait que c'est le fonctionnement normal et habituel. Quand une personnalité extérieure vient, eh bien, elle vient aussi avec son parcours, avec son histoire, et dès lors qu'elle reste en cohérence avec le cadre qui est le cadre de l'éducation nationale, elle a beaucoup apporté aussi en termes de démonstration. Et donc, ça montre l'effectivité des valeurs. Et pour conclure, nous avons demandé à notre invité, toujours autour des questions de laïcité et de fraternité, quel souhait pourrait-il faire pour notre école et notre République? Si je disais d'une formule, je vous souhaite le meilleur, évidemment, là, ce serait un peu court. Il y a beaucoup de souhaits pour l'éducation nationale, pour l'école en règle générale. Je pense très sincèrement que nous allons au-devant d'enjeux extrêmement importants. Bien sûr, nous avons tous en tête le défi climatique et la transition écologique. Nous avons en tête les risques qui pèsent sur la cohésion sociale et les effets qui peuvent être parfois positifs, mais qui peuvent aussi être négatifs de la mondialisation. Nous nous interrogeons tous, bien sûr, sur la place du principe de laïcité dans les relations que nos élèves peuvent nourrir à l'autre et à l'institution. Je pense quand même que globalement, les choses vont mieux que ce que l'on peut craindre. J'entends beaucoup à l'extérieur des personnes qui nous disent que ça doit être très difficile, Il est évident qu'il y a des situations qui sont des situations complexes, et le premier souhait que je peux formuler, c'est que ces situations complexes soient résolues et que l'on puisse partout être dans une situation apaisée. Mais il y a aussi beaucoup d'établissements, beaucoup d'écoles dans lesquelles les choses vont très bien. Et ce que je souhaiterais aussi, c'est qu'on puisse mettre en avant aussi ces écoles, ces établissements, ces projets, et montrer que, en fait, le travail que nous faisons, c'est un travail qui, dans l'immense majorité des cas, fonctionne bien, et c'est important que cela soit su, parce que sinon, c'est entretenir un discours qui est un discours de désespérance, qui vient précisément miner la formation civique des élèves en leur laissant penser que nous nous acheminerions forcément et inéluctablement vers une espèce d'avenir sombre. Or, si on peut formuler un vœu pour les élèves, c'est qu'ils comprennent que nous ne sommes pas, ni les uns ni les autres, les jouets d'une fatalité qui s'imposerait à nous,
mais que nous sommes en fait en situation, lorsque on a l'âge pour le faire bien sûr, mais d'opérer des choix, et ce sont des choix qui vont avoir un impact important sur la marche de la société, la marche du monde. Voilà, ce serait mon triple souhait. L'UNSA Éducation remercie Mathieu Clouet d'avoir répondu à notre invitation et vous de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous très prochainement dans un autre épisode de notre série sur la laïcité. L'UNSA Éducation, c'est 23 syndicats qui représentent tous les métiers de l'éducation, de l'enseignement agricole, de la jeunesse et des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la culture, et qui vous accompagnent tout au long de votre carrière. Car pour notre fédération, c'est ensemble que nous pouvons faire la différence.